211 jours sans le moindre vol de Starship, la plus longue pause depuis le début du programme. Cette pause se termine maintenant, le 12 mai à 22h30 UTC. Chez nous, en Europe centrale, ce sera déjà le 13 mai à minuit et demi. Cela a été annoncé le 1er mai 2026, cela a été confirmé par un document aéronautique international et SpaceX n'a pas retiré l'information depuis. Dans cette vidéo, nous vous présentons le véritable briefing de mission pour le vol 12. Toutes les informations concernant la nouvelle version 3 du Starship portent-elles vraiment uniquement sur le 12e vol d'essai? Que se passe-t-il lors des 10 jours précédant le lancement? Comment se passent les dernières minutes? Où et comment la fusée va-t-elle voler? Et que va-t-il se passer si tout fonctionne? Je m'appelle Cyran et voici Chroniques de Mars. Avant d'entrer dans les détails, faisons un point rapide sur le statut des autorisations officielles. Sans elles, il n'y aura pas de lancement. La licence FCC pour le vol 12 a déjà été délivrée en janvier 2026 et est valable jusqu'au 28 juin 2026. Cela couvre entièrement la fenêtre de lancement actuelle ainsi que toutes les dates de secours dans les jours suivants. La licence de communication spécifique pour le jour du vol lui-même a été étendue plus tard et la FAA dispose de l'heure ajustée. En septembre 2025, la décision environnementale correspondante a été publiée, couvrant les nouvelles options de trajectoire de vol. En février 2026, l'augmentation finale de la cadence pour Starbase a également été approuvée, permettant à SpaceX d'effectuer les vols réguliers que nous attendons pour les prochains mois. Qu'est-ce qui manque encore? Les NOTAM, c'est-à-dire les avis aux navigants, et les avis aux navigateurs. Les deux sont généralement publiés 72 heures avant le lancement. Mais avant cela, 2 tests importants doivent encore être réalisés. Et à ce stade, je dois m'arrêter un instant et corriger quelque chose. Dans le script du briefing Starship V3 la semaine dernière, j'ai dit que la mise à feu statique du booster 19 avait eu lieu le 16 avril et qu'il avait tenu pendant 15 secondes complètes. Ce n'est évidemment pas vrai. C'était mal formulé et mal recherché de ma part. En vérifiant les données et les rapports NSF, il est clair que les 2 tests ont été interrompus prématurément. La première mise à feu statique a eu lieu le 16 mars avec Dix Motor. Il s'est terminé après exactement 2,135 secondes. La raison n'était pas un problème avec la fusée elle-même, mais avec ce qu'on appelle les Apex Combustors. Ce sont de petits générateurs de gaz intégrés au système de déluge d'eau de la pas de tir 2. 2 d'entre eux ont signalé un état inattendu, ce qui a entraîné l'activation d'un arrêt automatique sur le pas de tir par le système. Cependant, la conséquence de cet arrêt brutal a été coûteuse. Environ la moitié des 10 moteurs Raptor 3 allumés ont subi des dommages mécaniques. SpaceX les a tous démontés et les a remplacés par des moteurs provenant du stock, initialement prévus pour le Booster 20. Le deuxième test de mise à feu statique, le 15 avril, a alors été tenté avec les 33 moteurs. Ce test a aussi été arrêté prématurément à la rampe de lancement. Cette fois-ci, après seulement 1,428 secondes, c'était un capteur dans le collecteur de la rampe qui a signalé une pression inférieure à celle attendue par le système. Très probablement une erreur de capteur. Mais le système a tout de même réagi correctement et a arrêté tous les 33 moteurs de manière contrôlée. Un véritable allumage avec les 33 moteurs sur toute la durée reste donc à faire. Et c'est précisément le test le plus important qui manque avant le vol 12. C'est mon erreur et je veux en parler ouvertement ici. Chronique de Mars a une obligation claire envers vous, les spectateurs. J'essaye de vérifier chaque fait avant d'enregistrer, mais je ne suis pas infaillible. Si je fais une erreur, il est normal que je la reconnaisse et que je la corrige. Cet épisode fait exactement cela, et ce n'est pas la première fois, ni la dernière, que je fais des erreurs. Celui qui croit être infaillible a cessé d'apprendre et on ne peut plus lui faire confiance. Il en résulte donc ce qui suit pour le vol 12. SpaceX devra très probablement encore effectuer un essai statique complet des 33 moteurs sur toute la durée avant que la fusée ne soit prête au lancement. Il est également possible qu'un Wet Dress Rehearsal soit nécessaire,
Une répétition générale avec le remplissage complet du lanceur intégré qui est interrompu juste avant l'allumage des moteurs. Le bruit court que SpaceX pourrait éventuellement se passer du wet dress rehearsal, car il dispose généralement des données provenant des tests individuels. Mais BAT2 est nouveau, le Booster 19 est nouveau, le Chip 39 est nouveau. Introduire 3 variables à la fois dans un lancement sans répétition générale serait inhabituel pour SpaceX. Mais ils sont toujours capables de nous surprendre, alors attendons de voir et gardons la situation à l'œil. En parlant de correction, je souhaite préciser la structure métallique de Macy. Je l'avais appelé dispositif de test de compression, ce qui était exact mais incomplet. La structure multifonction qui se trouve depuis le printemps 2026 sur le banc d'essai du vaisseau à la sortie de Macy fait 2 choses. Premièrement, elle tire effectivement latéralement sur les volets du vaisseau pour simuler les charges qui s'exerceront lors de la rentrée atmosphérique ultérieure. Deuxièmement, elle sert de plateforme permettant un accès direct à la soute de charge utile et à d'autres zones du vaisseau sans avoir besoin d'appareils de levage séparés. Elle n'est donc pas spécifique aux catch-pins qui existent sur le vaisseau, mais au niveau du dôme avant, ils ne sont pas testés par cette construction. Les tests portent sur l'intégrité structurelle des volets sous contrainte. Si cette préparation t'enthousiasme, appuie sur le symbole Hype si tu l'as, en faisant glisser la fenêtre de commentaires à gauche sur mobile. Sinon, un like, un abonnement ou un petit commentaire aide énormément la chaîne. Je vais faire un live les 12 et 13 mai pour ceux qui veulent y participer. Le mieux, c'est de vous abonner et d'activer la cloche. Merci et on continue. Passons maintenant au lancement proprement dit. Que se passe-t-il dans les dernières heures avant le lancement? Le ravitaillement commence environ 50 minutes avant le décollage prévu. Le ravitaillement du vaisseau commence à T45 minutes et 54 secondes. Le remplissage du booster suit parallèlement peu après. Les deux se terminent environ à T3 minutes et 20 secondes. SpaceX peut ravitailler l'ensemble de la fusée, le booster et le vaisseau avec près de 5000 tonnes de carburant en 43 minutes et 4 secondes. Pour le booster 19 seul lors des tests sur le pas de tir 2, cela n'a pris qu'environ 30 minutes. Pour situer, c'est plus que le poids à vide de la Station Spatiale Internationale qui est pompé dans les réservoirs en moins de 3 quarts d'heure. Une Falcon 9 ne commence son ravitaillement qu'à T35 minutes et c'est une fusée relativement petite en comparaison. Rien que le tuyau de transfert de méthane, qui transporte le méthane vers les moteurs, a la taille d'une Falcon 9. Ce que SpaceX a accompli ici avec le Pad 2, c'est une vitesse de ravitaillement inédite dans l'histoire de l'exploration spatiale. Ces 5000 tonnes se répartissent à peu près ainsi. Le booster contient environ 3400 tonnes de carburant, le vaisseau environ 1600 tonnes. Le rapport de mélange du moteur Raptor fonctionnant au méthane est d'environ 3,6 pour 1 en faveur de l'oxygène liquide. Cela signifie qu'environ 4000 tonnes sont du LOX, c'est-à-dire de l'oxygène liquide à moins 183 degrés Celsius. Les 1000 tonnes restantes sont du méthane liquide à environ moins 162 degrés Celsius. À cela s'ajoute de l'azote pour la pressurisation et de l'hélium pour le contrôle de systèmes plus petits. C'est la logistique du froid. Pendant que ces masses s'écoulent dans les réservoirs, les opérations au sol se poursuivent en parallèle. Le système de déluge d'eau du pas de tir 2 est activé. La suppression des détonations est activée. Les connexions de télémétrie sont vérifiées. Les 4 dernières minutes sont les plus critiques. À T4 minutes, la pressurisation finale des réservoirs est activée. À T3 minutes, le remplissage des réservoirs se termine. À T40 secondes, l'ordinateur interne passe en mode automatique. À partir de ce moment, les systèmes au sol ne communiquent plus activement avec la fusée. Ils ne font plus qu'observer. À T3 secondes, les premiers moteurs s'allument. Au cours de la dernière seconde, les 33 moteurs du booster fonctionnent tous. Lorsque les 33 moteurs atteignent la pression de chambre nominale, les pinces se libèrent et l'ensemble décolle. Si un seul des moteurs ne démarre pas, le système peut, selon la configuration, soit décoller avec les 32 restants, soit annuler le lancement. Dans le passé, nous avons déjà vu que l'ensemble pouvait décoller malgré la défaillance d'un moteur. C'est l'avantage de disposer de 33 moteurs et d'un rapport poussé-poids élevé. Plusieurs moteurs peuvent tomber en panne au décollage sans mettre la mission en danger. Cependant, la probabilité qu'un moteur Raptor 3 tombe en panne est extrêmement faible. Déjà,
le Raptor 2 avait un taux de défaillance d'environ 1%. La trajectoire de vol est nouvelle. C'est l'un des changements majeurs pour le vol 12. Lors des 11 vols précédents, le Starship volait au sud de la Floride et passait entre Cuba et les Bahamas, puis au-dessus d'Hispaniola, de Porto Rico et des îles sous le vent. Cet itinéraire traversait directement le principal couloir de circulation aérienne de l'Atlantique. Pour le vol 12, la FAA a approuvé une nouvelle trajectoire plus au sud. La fusée décolle toujours de Starbase au Texas, mais elle traverse ensuite un couloir plus étroit entre la Jamaïque et Cuba, puis entre Saint-Vincent et la Grenade dans les îles du sud des Caraïbes. Cet itinéraire évite complètement les grandes voies aériennes au-dessus d'Hispaniola et de Porto Rico. La raison de cet ajustement est claire. Si un véhicule similaire à Ship 33 ou Ship 34 devait se désintégrer lors d'une anomalie, les débris tomberaient en haute mer, plutôt qu'à proximité de zones habitées ou de couloirs aériens très fréquentés. SpaceX hat aus dem Karibik-Trümmervorfall vom Januar 2025 gelernt. La FAA a approuvé le nouvel itinéraire. Et maintenant, la question essentielle, que se passe-t-il en vol ? Pendant les 2 premières minutes et demie, les 33 moteurs du propulseur fonctionnent à plein régime. À environ 70 km d'altitude et à une vitesse proche de Mach 5, la séparation à chaud a lieu. Les 30 moteurs des 2 anneaux extérieurs s'arrêtent. Les 3 Raptors centraux continuent de fonctionner pour stabiliser le propulseur, tandis que les moteurs de l'étage supérieur s'allument. Le propulseur se détache et le vaisseau accélère ensuite par sa propre propulsion. Le propulseur effectue ensuite sa manœuvre de retour, il se retourne donc et allume ses moteurs dans la direction opposée. Cela permet de réduire la vitesse, afin qu'il ne soit pas projeté au-dessus de l'Atlantique, mais qu'il retombe sur une trajectoire balistique en direction du Texas. Contrairement aux vols 5, 7 et 8 cette fois-ci, le propulseur ne retournera pas à Boca Chica pour une tentative de capture par Mekazila. À la place, il effectuera un amérissage contrôlé et en douceur dans le golfe du Mexique. C'est une décision délibérée. Les grid fins de la version 3 sont 50% plus grandes que celles de la version 2. Mais il n'y en a plus que 3 au lieu de 4 et elles sont placées à un autre endroit sur le booster. La logique de contrôle doit d'abord être validée dans des conditions de vol réelles. De plus, la conception du moteur avec l'arrière à nu, c'est-à-dire sans bouclier thermique comme en avait encore la V2, est totalement nouvelle. SpaceX veut voir comment le boosté se comporte lors d'une véritable rentrée et d'un profil d'atterrissage, avant qu'il ne soit à nouveau en contact avec la tour. L'amérissage n'est pas ici un recul, mais une gestion des risques. On ne veut pas mettre l'infrastructure inutilement en danger. Les vaisseaux et les boosters sont construits en quelques semaines ou quelques mois. L'installation de lancement nécessite plusieurs mois, voire des années, avant d'être réellement opérationnel. Le vaisseau continue de voler entre-temps. Suborbital, donc pas une orbite terrestre complète, mais une trajectoire suborbitale élevée. L'apogée prévue se situe à environ 200 km. Plusieurs démonstrations sont prévues pendant le vol. Premièrement, le pass dispenser va s'ouvrir. C'est la porte sur le côté du vaisseau par laquelle les satellites Starlink sortiront à l'avenir. Il n'est pas confirmé à 100% s'il y aura des simulateurs Starlink à bord du vol 12. 8 de ces simulateurs ont été embarqués lors de vols précédents. SpaceX n'a jusqu'à présent rien communiqué à ce sujet pour le vol 12. Deuxièmement, il pourrait y avoir un rallumage dans l'espace. L'un des 3 moteurs centraux sera brièvement rallumé dans l'espace. C'est une technologie essentielle pour les manœuvres orbitales et le ravitaillement. Pour toute mission qui va au-delà d'une simple trajectoire suborbitale, il y a des indices que SpaceX pourrait s'en passer lors du vol 12. Ce qui indiquerait que le vol 13 est déjà prévu comme essai orbital. Troisièmement, la rentrée. Le vaisseau tourne, présente son bouclier thermique à l'atmosphère et plonge. La vitesse lors de la rentrée est d'environ 7 km par seconde. Les températures du plasma lors de la rentrée atteignent environ 1400 à 1500 degrés Celsius sur le bouclier thermique. Le bouclier thermique de V3 a été nettement amélioré, les tuiles sont mieux fixées. Certaines zones particulièrement exposées ont été repensées. Principale leçon du vol, comment le nouveau bouclier thermique résiste-t-il ? Le vaisseau doit ensuite descendre à travers l'atmosphère, se stabiliser avec les grands volets, effectuer une manœuvre de belly flop, se redresser puis, avec son bouclier thermique et ses moteurs,
réaliser un amérissage contrôlé dans l'océan Indien au nord-ouest de l'Australie. Cela a déjà été démontré avec la version 2 avec un succès partiel. Il sera intéressant de voir comment le vaisseau survivra avec le nouveau design des tuiles. Quels sont les critères réalistes de réussite pour le vol 12 ? Le plus important, la fusée décolle de la rampe. Avec un véhicule et une rampe entièrement nouveaux, c'est déjà presque la moitié du chemin fait. Si l'ensemble décolle proprement et qu'il ne se passe rien de dramatique dans les 30 premières secondes, la rampe est sauvée, et ça c'est déjà précieux. Deuxièmement, séparation des étages sans souci. La séparation à chaud est différente sur la V3 par rapport à la V2. Si cela fonctionne, l'un des composants architecturaux les plus importants sera validé. Troisièmement, amérissage du booster. Si le booster survit au contrôle grâce à la nouvelle architecture grid fine et à la rentrée avec l'arrière à nu, un obstacle important sera franchi. Un amérissage en douceur au large de la Starbase dans le golfe du Mexique serait alors la cerise sur le gâteau. Nous verrons dans quelques jours si ce n'est pas trop demandé. Quatrièmement, performance du bouclier thermique du vaisseau à la rentrée. C'est l'ensemble de données préférées des ingénieurs de SpaceX. C'est ici que l'on voit si V3 est vraiment réutilisable. Cinquièmement, optionnel mais précieux, le dispositif de déploiement, voire des simulateurs Starlink. Éventuellement aussi un rallumage dans l'espace. Même si seuls les 3 premiers de ces points fonctionnent, le vol 12 sera un succès. Si tout fonctionne, c'est un triomphe. D'ailleurs, nous mettrons notre modèle Starship en boutique le jour du vol 12, imprimé sur le Prusa Core One, environ 60 cm de haut et en édition limitée. Et le SLS sera le prochain à arriver en boutique. Si vous préférez porter l'univers Mars Chroniken, vous trouverez notre collection Ad Astra sur Planet Minus Pioneers Programme. Casquettes brodées, t-shirts, sweats à capuche, coton bio produit en Europe. Avec le code MARS26, vous avez 15% de réduction sur tout. Lien en bas. Voici maintenant un aperçu. Que se passe-t-il après le vol 12 ? Si le vol 12 se déroule avec succès, le vol 13 devrait suivre dans 4 à 6 semaines. Dans le meilleur des cas, donc début juin. Il est plus réaliste de viser fin juin, car de petits imprévus ou retards surviennent souvent. La météo, les vannes, moteurs, composants du pas de tir, capteurs de pression et des centaines d'autres facteurs. Il suffit qu'un seul bateau entre accidentellement dans la zone d'exclusion au mauvais moment. Pour le vol 13, je m'attends pour la première fois à une capture du booster par Mekazila. Le chip répéterait alors le profil du vol 12, peut-être avec un vrai ravitaillement en plus. Cela signifierait que le vol 13 se compose de 2 lancements. On peut en douter à l'heure actuelle. En effet, il est incertain que suffisamment de boosters et de vaisseaux soient prêts d'ici là. Pour le vol 14, une question intéressante. Le vaisseau sera-t-il aussi attrapé ? Ce serait un moment historique. Un ensemble entièrement réutilisable sur la même plateforme d'où il a décollé. Mais pour cela, les plateformes doivent être prêtes. Et pour que cela se produise, lors du vol 14, tout doit se dérouler comme prévu lors des vols 12 et 13. Ce n'est pas complètement exclu, mais ce n'est pas non plus très probable, car nous parlons d'un tout nouveau système dont les défauts de jeunesse nécessiteront plusieurs vols avant d'être corrigés. Voici un problème pratique. La rampe 2 est celle que nous utilisons actuellement. La rampe 1 est l'ancienne rampe. Elle est en cours de transformation pour répondre au standard V3. Une capture de booster sur la rampe détruirait tout le chantier autour à cause des gaz d'échappement des moteurs. Ce n'est pas possible. Une option serait que ce soit prêt d'ici le vol 14. Ou du moins qu'il soit suffisamment opérationnel pour attraper un booster et le placer sur un support de transport. Une autre option serait que le Launch Complex 39A en Floride soit prêt d'ici là pour pouvoir attraper un booster. Mais même cela est optimiste, car le parc de réservoirs vient tout juste d'être testé là-bas. De façon réaliste, lors du vol 14, soit le booster, soit le vaisseau sera probablement attrapé. Pas les deux en même temps. P6 devra choisir l'une des 2 récupérations tant que l'infrastructure ne sera pas prête. Pendant que tout cela se passe, la production continue. Le vaisseau 41 est déjà dans la Star Factory et les vaisseaux 42 à 46 sont à différents stades de construction. Le booster 20 est en préparation. La Gigabuy à Boca Chica approche de son achèvement. Elle pourra empiler jusqu'à 24 véhicules en même temps. En Floride, la voile est en cours de construction.
Pour le transport entre Boca Chica et la Floride, SpaceX dispose de 2 navires. Le transporteur précédent, le Marmac 31, également appelé en interne « Vous me remercierez plus tard », peut transporter un véhicule à la fois. À cela s'ajoute désormais l'ancien navire drone Just Read the Instructions, sur lequel d'innombrables boosters Falcon 9 ont atterri. Il a été transformé en transporteur de Starship avec un pont assez grand pour accueillir plusieurs véhicules simultanément. La feuille de route du rythme des lancements, pour 2026, ressemble à peu près à ceci, si tout se passe bien. Vol 12 à la mi-mai, vol 13 entre la mi- et la fin juin, et vol 14 fin juillet ou début août. À partir de là, la fréquence des lancements augmente de plus en plus, car plus de véhicules sont disponibles et plus de rampes de lancement sont mises en service. 5 rampes de lancement seront mises en service pour permettre à Starship de décoller. 2 au Texas, 3 en Floride. Lorsque l'usine de Floride sera terminée, la production doublera à nouveau. Mais ça ne se passera probablement pas comme ça. Il y aura des retards. Mais même une estimation prudente prévoit plus de lancements de Starship pour le second semestre 2026 que pour tout le premier semestre 2025 plus 2024 réunis. Il y a un moment qui m'est particulièrement resté en tête de la dernière vidéo de SpaceX. Jacob McKenzie, le vice-président chargé de Raptor, se tient devant une forêt de moteurs. Raptor et dit que dire que quelque chose est impossible n'est vrai que si cela enfreint les lois de la physique. Nous ne violons aucune loi de la physique. Nous essayons simplement de les utiliser de la manière la plus efficace possible. C'est l'essence même de tout le programme. Ce qui va s'élever au-dessus du golfe du Mexique dans 2 semaines n'est pas une amélioration incrémentale. C'est un véhicule qui repousse les limites de la physique pour la première fois, capable de mettre plus de 100 tonnes en orbite de façon réutilisable, avec des moteurs qui fournissent 22% de poussée, en plus tout en étant nettement plus simples dans leur conception. Sur une rampe de lancement qui peut être remise en état en seulement 13 jours après chaque lancement. D'ailleurs, cela reste encore loin de l'objectif réel de plusieurs lancements par jour. Je vais faire un live les 12 et 13 mai. Comme d'habitude, il y aura aussi des événements de préparation avant le lancement où nous nous préparerons ensemble. Si vous voulez y participer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Si vous avez des questions sur le vol auxquelles vous voulez des réponses, écrivez-les dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Un grand merci à Poussa. Sans son soutien, cette chaîne serait très différente. Je m'appelle Sirwan et c'était Chronique de Mars. Merci d'avoir regardé. Pera spera ad. La chaleur du premier, la beauté du quatrième. Alors, et maintenant,
Merci.